Les amis, on l'attendait depuis un certain moment, Sigma complète enfin sa gamme d'objectifs série art pour plein format avec ce nouveau 50 mm f1.4 DGDN. Donc il est juste là, voilà à quoi il ressemble. Là il est monté sur l'A7 IV et ça tombe bien parce que pour ce test je l'ai en monture Sony mais également en monture L. Donc je vais également pouvoir le tester avec le Lumix S5 II. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais il se trouve que ce plan là, ce face caméra, il est filmé avec le Lumix S5 II ainsi que ce nouveau 50 mm f1.4. Là, je filme à pleine ouverture, c'est pour ça qu'on a une toute petite profondeur de champ, on a un beau bokeh en arrière-plan. Et puis pour ceux que ça intéresse, là, je filme avec l'autofocus sur le S5 II. Donc on a désormais notre trio adoré pour du portrait, le 35 mm, le 50 mm et le 85 mm. Tout ça à ouverture 1.4. 1.4, c'est quand même une grande ouverture. Alors justement, en parlant de portrait, je suis allé au salon médiéval Normania à Rouen. C'est un univers que j'affectionne tout particulièrement. Et puis surtout, il y a beaucoup de personnes en costume et en cosplay, donc c'était vraiment l'occasion pour faire de la photo de portrait. Je vous montre tout de suite des photos et là pour cet événement j'étais équipé de l'A7 IV plus ce 50 mm f1.4. Donc voilà la série de photos prises au salon Normania. Donc les photos ont été réalisées avec le Sony A7 IV 50 mm f1.4, le nouveau DGDN Art, et j'étais essentiellement à f1.4, je vous ai mis les exifs. Donc là, voilà, le rendu est vraiment superbe, c'est vraiment l'objectif, la focale idéale pour du portrait. Donc voilà, quand vous êtes en convention sur des salons, pour du reportage photo, c'est vraiment un objectif, une focale très très chouette. On est sur une focale fixe et à nous d'évoluer, de se rapprocher ou de s'éloigner du sujet pour faire évoluer notre valeur de plan. Et puis avec cette très grande ouverture, c'est pas très compliqué d'isoler un sujet et de le sublimer avec un beau flou d'arrière-plan. Donc voilà, très très chouette rendu. Donc là, évidemment, c'est des RAW qui ont été développés sur Lightroom. Il y a eu un petit peu de retouches et tu peux voir que à chaque fois, on est à f1.4. On a vraiment un rendu qui est très très sympa. C'est des photos qui ont été prises quand même assez rapidement. On se baladait et voilà, au fur et à mesure, je prenais quelques photos. En plus, j'étais en cosplay, donc j'étais pas hyper à l'aise non plus pour me déplacer. Donc je pense que le rendu parle de lui-même. Si tu aimes le portrait, la street photo, le reportage photo, c'est un objectif qui va être vraiment très très chouette pour ça. On peut faire un petit peu de pack shot, même si on va être quand même limité un petit peu avec la distance de mise au point minimale. Je crois que c'est 45 cm, mais on a un objectif quand même très polyvalent. Alors au niveau de l'autofocus, c'est le premier objectif de la série Art à incorporer le nouveau moteur linéaire HLA. Il est apparu sur leur dernier téléobjectif et on le retrouve sur ce 50 mm f1.4. C'est censé offrir une mise au point encore plus réactive, plus rapide et vraiment silencieuse. Alors au niveau de l'autofocus, je commence par un test avec le Sony A7 IV. Je vous affiche les paramètres de vitesse et de sensibilité de l'autofocus. Tu peux voir, c'est quand même très très propre. Donc là, je suis en S-Log 3. Je dois filmer en 4K, là j'enregistre les displays de l'appareil et tu peux voir que le point est quand même très réactif. On a la détection du visage, la détection de l'œil, on est à pleine ouverture f1.4 et voilà, les changements de point sont très réactifs. Ça suit plutôt bien, de loin il n'y a pas de souci, quand il se rapproche il y a des légers retards mais sinon ça fonctionne très très bien. Là on est sur un plan un petit peu backlight, il était 14h je crois, on a le soleil assez haut, un petit peu à contre-jour, en plus on a la cheminée des voisins qui passe derrière, c'est assez sympa, on a cette petite fumée derrière et voilà, ça ne lâche pas, ça détecte le visage quand il est au plus loin et au plus rapproché il détecte l'œil et là franchement avec le Sony A7 IV c'est très réactif. Ensuite j'ai refait exactement le même test avec le Lumix S5 II. Je vous affiche les paramètres de vitesse et de sensibilité. Donc là c'est pareil, je crois que je suis sur la détection d'humain. Donc on a la détection du visage, la détection du corps quand il est au plus loin, détection du visage quand il se rapproche et au plus près la détection de l'œil. Donc là évidemment il y a une belle évolution pour le Lumix S5 II. On a maintenant une très bonne réactivité au niveau du point, au niveau du focus, du suivi. Je dirais que c'est peut-être un tout petit peu plus lent que l'A7 IV notamment
vraiment au plus proche, on peut voir des petits... alors c'est pas un loupé, mais c'est un léger retard. Quand j'arrive et quand je repars, voilà, quand je suis assez proche de l'objectif, on sent qu'il a un léger retard, mais c'est quand même très réactif. Il n'y a pas d'effet tête chercheuse, il recherche pas le point, ça suit quand même bien, ça accroche bien l'œil, bien le visage. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, que ce soit avec l'A7 IV ou le Lumix S5 II, on a un objectif qui est pleinement compatible au niveau de l'autofocus. Alors j'ai voulu aussi vous comparer la pleine ouverture, la différence entre f1.4 et f1.8, parce qu'on peut se demander, bah voilà, un objectif f1.4 c'est plus cher que du f1.8, est-ce que la différence est si marquée que ça? Eh bien je vous la montre, là on commence par du f1.4 et maintenant du f1.8. Alors quand on les passe les uns à la suite des autres, c'est difficile de voir une différence. Je vais vous montrer surtout les deux plans à côté de l'autre et on peut voir une différence, il y a quand même une différence, hein, c'est pas énorme, c'est pas hyper marqué, mais on peut le distinguer, il faut observer, il faut regarder les bokeh, ils sont un petit peu plus grands, même un peu plus diffus aussi sur le f1.4, donc on va avoir une séparation sujet et arrière-plan encore un petit peu meilleure, le flou est un peu plus doux et un peu plus présent que par rapport au f1.8, mais voilà, la différence n'est pas non plus énorme entre ces deux valeurs d'ouverture. Et puis enfin, en photo, il n'y a rien à dire non plus, c'est très réactif. Là, j'étais avec l'A7 IV, donc avec l'autofocus continu, et tu vois qu'il me détecte très bien l'œil. Les bascules de points sont vraiment très réactives, il n'y a pas de souci là-dessus. Notre sujet évolue, elle se tourne, et il détecte vraiment sans problème le visage. Là, c'est vraiment limpide, hein, tu vois le suivi et en temps réel, il n'y a pas du tout de flou. Donc là, j'étais en photo, hein, je maintenais tout simplement le shutter du boîtier et tu peux voir que c'est très réactif, ça suit vraiment bien. Même là, légèrement à contre-jour, il n'y a pas de souci, il détecte le visage et il détecte même l'œil de mon sujet. J'ai fait aussi le test avec le Lumix S5 II, donc là c'est la même chose, ça fonctionne bien. Alors moi je trouve, c'est ce que je disais un peu sur mes tests, qu'il est légèrement plus lent voilà, en photo, mais ça c'est le Lumix, c'est pas tant lié à l'objectif, mais à part ça, ça fonctionne quand même très bien, hein. Le point suit sans problème. Je vous ai refait un autre test, toujours avec le Lumix S5 II, on est en extérieur, et là tu peux voir les bascules sont immédiates. Là je maintiens simplement le bouton du déclencheur, on est en photographie, on a des transitions toutes douces et quand même assez rapides, il n'y a pas du tout d'effet tête chercheuse, et voilà, il suit bien, il va sur le sujet, ça fonctionne très bien, il n'y a pas trop de problèmes. Alors au niveau de la distorsion, on en a une légère en coussinet, on peut voir qu'elle apparaît sur le RAW et que sur le JPEG, la distorsion est corrigée dans le boîtier. Je vous en montre encore, ça c'est le JPEG et ça c'est le RAW, donc on a voilà une légère distorsion. Évidemment, dès que le profil sera disponible dans Adobe, ça va se corriger très facilement. Au niveau du vignettage, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on va dire que c'est du classique sur les objectifs à grande ouverture. On a généralement pas mal de vignettage, ça c'est f1.4, donc on en a un petit peu avec ce petit point chaud au centre. Après généralement à f1.4 c'est qu'on veut isoler un sujet, donc j'ai envie de dire que le vignettage ça accompagne un peu ce choix de vouloir séparer le sujet de l'arrière-plan. Et déjà à f2 hein, le vignettage est beaucoup moins marqué, on le sent encore un petit peu. À f2.8 il y en a déjà beaucoup moins, ça c'est f2 et ça c'est f2.8. À f4 il y en a encore moins, ça c'est f2.8 et ça c'est f4. Et à f5.6 voilà, il a quasiment disparu, il est encore un petit peu là, mais là il est quasiment plus visible. Et à f8 voilà, c'est à peu près comme à f5.6. Je vous remets comme ça une autre vue avec toutes les valeurs d'ouverture pour le vignettage. Donc ça c'est f1.4, ça c'est f2, f2.8, f4, f5.6 et f8. Donc on peut voir hein, grosso modo, ça devient très propre à partir de f2.8 et c'est plutôt sur la grande ouverture où on aura pas mal de vignettage. Encore une fois, tout ça, ça se corrige facilement avec le profil de correction. Et puis enfin, au niveau des aberrations chromatiques, est-ce qu'on a des franges colorées? Qu'est-ce que ça donne? On va voir ça, je zoome. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un petit peu. Voilà, là on a un petit peu de frange magenta, ça va dépendre de l'angle de prise de vue. Là dans cet exemple, la frange colorée ressort plus sur le RAW. Alors je sais plus s'il y a une correction déjà mineure dans le boîtier, mais on dirait d'après cet exemple. Et puis là sur cet exemple, c'est encore très marqué, on peut voir qu'on a du green, du magenta. Là dès qu'on est hors de la zone de netteté, eh bien on a quand même pas mal d'aberrations chromatiques, pas mal de franges colorées et c'est la même chose sur le RAW, ça va être très présent. Donc ça personnellement, ça m'inquiète pas, c'est dans des conditions assez particulières
clair par rapport à la lumière qu'on a ces franges colorées. Et puis dans tous les cas, ça peut se corriger assez facilement là avec la correction d'aberration chromatique, voire on peut le faire en manuel, hein. Généralement ça fonctionne aussi très bien. Dès que le profil sera disponible, ça sera pas vraiment un souci. Mais voilà, on peut noter qu'il est quand même assez présent et là je trouve peut-être un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur des focales fixes. Alors je vous ai testé le flair également, là on est à pleine ouverture f1.4, je suis avec le Sony a7 IV et on peut voir qu'il n'y a pas énormément de flair, c'est assez discret. Par contre, il y a un petit peu plus d'images fantômes, notamment celle qui est rouge là, elle est assez présente. Donc voilà, ça serait ça le plus ennuyant et au fur et à mesure qu'on ferme l'ouverture, l'image fantôme est réduite. Donc là encore une fois, tu vois, le flair est quand même très contrôlé. Il n'y en a pas énormément, mais on a un petit peu d'images fantômes à pleine ouverture. Après, là, c'est dans le cas où le soleil est présent à l'image. Alors à noter toutefois, il y a quand même pas mal de respiration sur l'objectif, pas mal de focus breathing, je vous ai mis des lignes rouges là de référence et ça se remarque bien sur les bascules de points, on a une variation de la focale. Alors au niveau du piqué, qu'est-ce que ça donne? Là j'ai réinitialisé tous mes développements, c'est vraiment le fichier RAW brut. Là je suis sur Lightroom et bah voilà, là je suis à f1.4, pleine ouverture pour du portrait, tu peux voir que c'est pas mal, c'est plutôt net. Je pense qu'on est évidemment à grande ouverture un tout petit peu plus mou qu'une ouverture un peu plus resserré, mais c'est quand même très propre pour du f1.4. Je vais vous remontrer encore d'autres photos. Là par exemple le point, la mise au point a été faite sur le bouclier en avant-plan et tu peux voir que c'est très net, il n'y a pas de souci. Là également sur du portrait de profil, et bien voilà le point, l'autofocus a bien trouvé le visage, certainement l'œil, et on a quelque chose qui est quand même très propre. Là encore, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Je vous montre encore un autre exemple. Je vais juste augmenter légèrement l'exposition. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de souci. Alors le point, c'est fait plutôt sur la partie supérieure là, du pendentif. Et c'est quand même très net. Là, le RAW n'est pas développé. Je viens juste d'augmenter l'exposition. Et on est à f1.4 avec ce 50 mm. Là, c'était des photos pendant le salon Normania. Et donc, ça a été pris avec l'A7 IV. Donc là encore une fois, au centre du masque, c'est hyper net, il n'y a pas de souci. Pareil ici, pas de problème. Voilà, à partir du moment où la photo est bien figée, bien nette, il n'y aura pas de problème. On a un objectif qui a plutôt un bon piqué, même à pleine ouverture. Là encore une fois, je vais augmenter légèrement, je vais peut-être faire une balance de blanc rapide, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Et on peut voir encore une fois, c'est quand même très net, même à f1.4. On a du détail, voilà. Et je vous remontre encore un autre exemple. Là, le point s'est fait sur ce beau chapeau et on a quelque chose de plutôt net. Alors, je vous montre encore quelques photos qui ont été prises avec le Lumix S5 II et là, c'est le JPEG. Il n'y a pas eu de développement et c'est le JPEG que je vous montre. Donc là, on est à f1.4. On a vraiment une belle séparation entre le sujet et l'arrière-plan et on peut voir que le piqué est plutôt bon, en tout cas à l'endroit où c'est fait le point. Photo suivante, là encore, on a une belle séparation. On peut aller chercher des profondeurs de champ qui sont vraiment très faibles, c'est très joli par exemple là sur ce plan. Voilà, ça c'est vraiment le JPEG sorti tout droit du Lumix S5 II. Vous avez les exifs et là il n'y a pas de développement. Je suis sur Lightroom, là encore une fois pareil, pas de développement, c'est hyper beau. Regardez-moi cette image en sortie du Lumix et le point, voilà, c'est fait à peu près sur la plume, j'ai l'impression, donc c'est plutôt bien. Encore une fois, là sur une noisette, c'est bien sharp là où il y a le point et on a vraiment une belle séparation. Franchement, les photos au 50 mm f1.4, c'est pas très compliqué, c'est très vite visuel, très vite esthétique. Là encore une fois, on peut travailler un petit peu sur de la nature comme ça. Et on a quelque chose d'assez précis. Là, j'avais une goutte d'eau que j'essayais de prendre, c'est plutôt pas mal. On a quand même quelque chose d'assez sharp, j'ai l'impression, c'est très joli. Et là, je rappelle, c'est des photos qui viennent du Lumix S5 II. Et là, je vous montre directement le JPEG. Il n'y a aucune retouche, aucun développement. Voilà, là, on peut voir, pareil, le point, c'est fait au niveau des gouttelettes. On peut voir, on ressent un petit peu d'aberration chromatique, un peu de frange de temps en temps, mais c'est quand même pas mal. Pareil, tout ça, ça a été pris à f1.4, c'est pour vous montrer un peu le rendu qu'on peut obtenir avec cette optique. Et puis j'avais fini là à l'intérieur, voilà, je trouvais que la lumière était jolie. Donc voilà, 50 mm f1.4, que ce soit avec la 7 IV ou le Lumix S5 II, c'est vraiment très chouette. Et c'est une focale plutôt assez polyvalente, on peut faire pas mal de choses. La distance minimale est de 45 cm, donc voilà, là je devais pas y être très loin par rapport à cette plume. Donc on peut pas faire de la macro, c'est pas un grossissement énorme, mais ça permet
permet quand même de se rapprocher suffisamment d'un sujet. Alors au niveau du piqué, je vous ai fait une comparaison à différentes ouvertures. Donc à gauche on est à f1.4 et à droite on est à f1.8 avec ce 50 mm. J'ai pris en photo ce tableau, on a une belle toile et là comme il y a de la texture, on peut voir facilement la différence au niveau du piqué. Et là tu peux le voir, ça se ressent déjà entre f1.4 et f1.8. Il y a une différence, ça c'est généralement le cas pour des focales fixes à grande ouverture, à la plus grande ouverture, le piqué est légèrement en retrait, mais c'est quand même pas mal, c'est pas si éloigné que ça, mais là on le sent, entre f1.4 et f1.8, il y a une différence. Et puis si je vais sur les côtés, ça va être la même chose, ça va s'accentuer. On peut voir toujours que le f1.8 est un peu plus net. Alors il faut aussi se rendre compte que sur le f1.4, on a un peu plus de vignettage. Maintenant, je vais passer donc à f2.2, encore une fois on voit bien la différence, là je suis au milieu de l'image, et bien en fermant le diaph on a un piqué un peu meilleur, là ça se ressent à 2.2 et à f1.4 en comparaison ça se ressent bien. Si je vais sur les côtés c'est la même chose, le piqué est un peu en retrait à pleine ouverture, mais voilà, moi ça me choque pas plus que ça reste quand même assez bon pour du f1.4. Alors on peut aller toujours plus loin, là on est à f2.8, il y a une petite différence, encore une fois c'est la même. Et puis pour finir je vous montre la différence entre f1.4 et le f5.6, on a bien une petite différence de piqué. À pleine ouverture, on aura un petit peu moins de texture, l'image sera légèrement moins nette, mais rien d'inquiétant, la pleine ouverture est totalement utilisable, ça va même adoucir un petit peu les traits de votre sujet, donc c'est pas plus mal. Alors cet objectif, il pèse 670 grammes, on sent quand même un peu le poids en main, même s'il se trouve que c'est un objectif quand même assez compact. Ensuite, on a un diamètre de filtre de 72 mm, on a une bague de mise au point, une bague de diaph, donc pour contrôler l'ouverture, ça c'est très pratique. Il est possible de verrouiller la bague de diaph et on peut également décliquer cette bague d'ouverture. Et puis enfin, on a un bouton AFL personnalisable dans le boîtier, ainsi que le clutch autofocus mise au point manuel. Alors l'objectif est présenté comme résistant à la poussière et aux éclaboussures. On retrouve un joint de protection au cul de la monture. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 949 € et c'est beaucoup plus abordable que la concurrence. On a le Sony Zeiss qui commence un peu à dater en f1.4 et lui on le trouve aux alentours de 1629 €. Toujours chez Sony, on a le nouveau 50 mm f1.2 GM. Alors c'est pas totalement comparable, on n'est pas exactement sur la même ouverture, mais celui-là on le trouve à 2149 €. Et puis chez Panasonic, on a le Lumix S Pro 50 mm f1.4, mais on le trouve à 2299 €. Donc là c'est limpide, il n'y a pas à débattre, Sigma s'installe vraiment tranquillement avec cette série Art, avec ce 50 mm f1.4 qu'on trouve à moins de 1000 €. Et maintenant on connaît plutôt bien la série Art, ça n'enlève en rien à leur qualité optique. Donc voilà, dans l'ensemble, très bon objectif. Oui, on a un peu de vignettage, un petit peu de distorsion optique, un petit peu de frange colorée, mais ça c'est généralement le cas sur ce genre d'objectif. Et dans tous les cas, tout ça, ça peut se corriger, soit directement avec les profils de correction dans le boîtier ou en post-production, par exemple sur Lightroom. Donc voilà, là on est sur la série Art. Chez Sigma, c'est la gamme d'objectifs avec les meilleures performances optiques. La gamme Art, pour ceux qui ne le savaient pas, à l'origine, elle a été créée pour les boîtiers réflexes. Donc c'était vraiment des objectifs destinés pour ce genre de boîtier. Et depuis l'avènement un peu de l'hybride, ils ont renouvelé leur gamme. Et là, ils sont en train de refaire la série Art pour appareil photo hybride. Donc on a un objectif qui est pas trop volumineux, pas trop lourd, relativement compact, tout en conservant plutôt de bonnes performances optiques. Au niveau de l'autofocus, pas de soucis. c'est quasiment aussi réactif qu'un objectif natif. Je vous ai montré des tests avec la 7.4, aucun problème. Et pareil pour le S5 II, avec cette nouvelle version de boîtier, on a un autofocus beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et avec ce Sigma, on n'a pas d'effet de pompage, pas d'effet de tête chercheuse, que ce soit en vidéo ou en photo, ça fonctionne. Donc le 50 mm, comment on peut utiliser cette optique? Généralement, c'est vraiment l'optique pour du portrait, donc du shooting photo, que ce soit en studio, du lifestyle, du mariage, du reportage photo. On peut l'utiliser pour des interviews, des face caméra YouTube comme là présentement. Après, 50 mm, c'est un petit peu resserré si vous voulez une valeur de plan assez large, donc il faut quand même pas mal de recul par rapport à la caméra. Là, par exemple, la caméra est quasiment située à 2 mètres de moi, mais l'intérêt, c'est qu'on commence à avoir une compression intéressante, et puis avec cette grande ouverture, on a vraiment une belle séparation entre l'arrière-plan et votre sujet. Et en vidéo, on va pouvoir l'utiliser pour les mêmes thématiques, interview, reportage, film corporate, mariage. À faire attention toutefois, au niveau des bascules de mise au point, on a quand même pas mal de focus bracing. Après, c'est pas forcément un problème parce que les boîtiers les plus récents commencent à être équipés justement d'options de compensation du focus bracing. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette optique? Est-ce que vous l'attendiez depuis longtemps? Est-ce que vous possédez déjà des objectifs de chez Sigma, notamment cette gamme Art? Moi, je pense que je vais m'acheter ces optiques. Je les ai quasiment
vraiment tout essayé et je sais que les performances sont largement au rendez-vous. Alors j'ai déjà le 85 mm f1.4 GM de chez Sony, mais la gamme GM est quand même assez chère et très honnêtement pour avoir testé les deux, moi je remarque pas suffisamment de différence. Donc je pense que prochainement, je pourrais bien me prendre ce 35 et 50 mm de la gamme Art. Voilà les amis, je vous attends dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et puis je vous rappelle aussi que quand vous passez commande sur internet pour acheter un produit photo ou vidéo, si vous passez par les liens d'affiliation, vous pouvez soutenir directement mon travail. Le prix ne change pas pour vous, mais en échange, vous soutenez directement mon activité. Donc ça, c'est très important pour la chaîne et je vous en remercie. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite pour une autre vidéo.